Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire. En tant qu'acteur économique, votre agence Investing Bordeaux reste à vos côtés et à votre écoute. Une veille spécifique quotidienne s'est mise en place sur les aides mobilisables nationales et territorialisées pour faire face à la crise liée au Covid-19. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet. N'hésitez pas par ailleurs à nous faire remonter vos problématiques afin que l'on puisse adapter au mieux les prochains webinaires. Après les interventions de l'Ordre des avocats de Bordeaux, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Jean-Yves Dupuis, président du comité des banques de Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Marc G, président de Bordeaux Place Financière et Tertiaire, qui vont nous expliquer comment aujourd'hui les banques se mobilisent pour assurer la continuité de service dans cette période de confinement et comment elles accompagnent les dispositifs qui ont été mis en place par l'État au bénéfice des professionnels et des entrepreneurs, avec donc plusieurs types de prêts. Mais donc, je laisse tout de suite la parole donc à nos deux intervenants pour qu'ils nous expliquent ces dispositifs. Merci à vous et à tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que le son est correct. Dans ces temps un peu troublés, parfois les bandes passées sont un peu chahutées. Je suis Jean-Yves Dupuis. Je suis en fait pour Société Générale le délégué régional Grand Sud-Ouest. Et depuis presque 2 ans maintenant, je suis le président du comité des banques pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors le comité des banques, hein, c'est pas une institution, c'est juste l'assemblée des directeurs régionaux, des présidents de caisses régionales, voilà pour la région Nouvelle-Aquitaine. Juste je dirais une somme d'énergie au profit de la région et de ses habitants et de ses entreprises. Voilà. Et Jean-Marc. Oui, bonjour à tous, Jean-Marc Huchet, je suis le directeur général du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, groupe Arkea, et président de Bordeaux Place Financière et Tertiaire depuis un peu plus de 2 ans et demi. Alors, qu'est-ce que c'est que Bordeaux Place Financière et Tertiaire? C'est une organisation, une association qu'on a créée il y a maintenant 7 ans, à l'initiative de plusieurs dirigeants de banques et de cabinets d'audit et de conseil au niveau régional, pour représenter ce qu'on appelle la banque, la finance et le tertiaire supérieur. C'est le premier employeur de la métropole, il faut le savoir. Et notre objectif, c'est d'être davantage lisible et visible sur le territoire en tant qu'acteur économique. Ça veut dire quoi, être lisible? C'est vis-à-vis des différents acteurs économiques, les entreprises, les institutionnels, être en mesure de démontrer que tous les métiers qui permettent d'accompagner dans nos domaines d'activité, la banque, la finance, l'audit, le conseil, eh bien, toutes ces compétences sont disponibles sur Bordeaux, bien entendu. Et puis, lisible, c'est d'avoir la capacité, justement, de démontrer aussi par l'action qu'on est en mesure de monter des opérations. Alors, soit directement, on fait des opérations directes, on a fait un open place, c'est une sorte de speed dating où les entreprises peuvent rencontrer des experts de nos différentes institutions, des différents membres. Mais aussi, on est très en liaison avec l'écosystème régional, toutes les autres têtes de réseau, que ce soit Digital Aquitaine, French Tech Bordeaux. Et parmi nos membres, comme je le disais, nous sommes associés avec des dirigeants, soit des membres du CODIR, de chacun des membres. Ce sont les banques, les cabinets d'audit, les cabinets de conseil, mais aussi Investing Bordeaux qui nous accueille aujourd'hui, les chambres de commerce, les consulaires, bien sûr, et puis aussi, et c'est important de le dire, l'Université de Bordeaux. Donc le thème aujourd'hui de notre intervention, c'est comment les banques se mobilisent pour répondre aux entreprises. Ce que l'on a prévu avec Jean-Marc, c'est de vous dire en une petite dizaine de minutes ce que l'on a d'ores et déjà mis en place, comment on s'est organisé, quel réflexe on a développé, comment effectivement on interagit d'ores et déjà avec les entreprises. Et puis ensuite, je pense qu'il y aura de la place pour les questions, évidemment, à votre convenance, et on essaiera d'y répondre le plus précisément et le plus pragmatiquement possible. Voilà. Donc, je voulais commencer par peut-être revenir un petit peu sur le chapeau général. Dès le début de cette crise absolument inouïe du Covid-19,
le gouvernement a retenu la banque comme l'un des secteurs stratégiques. Voilà, on ne sauve peut-être pas des vies quand on est banquier, mais probablement on peut sauver une grande partie de l'économie en étant extrêmement réactif. Et les banquiers, tous les banquiers de la place, et je peux parler effectivement parce que je les connais bien maintenant, tous les banquiers de notre région ont parfaitement, je dirais, intégré pris ce choix avec un sentiment de responsabilité profonde. Voilà, on a bien compris tous que, contrairement à ce qu'on avait vécu par le passé, cette crise n'est pas une crise financière, c'est une crise sanitaire, et donc c'est une crise qui va toucher l'économie réelle, qui va toucher nos entreprises, qui va toucher notre quotidien. Et vous le savez bien, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'études des enfants, il n'y a pas de financement de maisons, etc. S'il n'y a pas, je dirais, un service bancaire de premier niveau qui fonctionne toujours. Donc, tous nos personnels, tous nos managers ont parfaitement compris ce rôle, cette responsabilité, et ils l'assument depuis le début avec un sentiment double. On est banquier et on est citoyen engagé. Voilà, c'est qu'on a pris des choses et on va vous montrer un petit peu in concreto ce que ça veut dire. Jean-Marc, tu veux préciser un peu? Oui, alors comment s'est exprimée cette responsabilité? Tout d'abord, dès le 13 mars, tant au niveau de la Fédération bancaire française Nouvelle-Aquitaine qu'au niveau de Bordeaux Place Financière Tertiaire, on s'est coordonné tout de suite, immédiatement, en définissant quelque part les principes fondateurs, ce qui nous ramenait aux objectifs dans la conduite de la crise. Ça a été important parce que ça nous sert aujourd'hui de point de repère. Alors, il y a trois grands principes fondateurs. C'est d'abord le premier, de préserver la santé de nos équipes et par conséquent celle de nos clients et de nos partenaires. Le deuxième principe, c'était de contribuer à la non-propagation du virus. Et puis le troisième, sans doute celui qui vous intéresse le plus, c'est d'être en capacité d'assurer la continuité de service sur les prestations essentielles et prestations de services et de conseil, bien entendu. Alors, il y a trois incidences majeures pour nous par rapport à nos modes de fonctionnement. Quatre, je dirais même. Le premier, c'est bien sûr nos agences bancaires. Et très nettement, dès le départ, on a une organisation qui a évolué suivant les réseaux, mais qui aujourd'hui fait qu'on a décidé d'être fermé au public, mais par contre d'avoir une partie des équipes sur place, par rapport aux trois principes que j'évoquais tout à l'heure. Une partie des équipes sur place, une partie des équipes en télétravail avec une prouesse technique remarquable de l'ensemble des réseaux pour s'adapter. La deuxième chose qui nous a paru très importante tout de suite, c'est d'être en capacité aussi de créer des pôles d'experts, puisque des conséquences majeures, c'était les entreprises, et il fallait qu'on soit en capacité de répondre très vite, et Jean-Yves y reviendra tout à l'heure, à l'action pour accompagner dans les entreprises dans l'urgent, mais aussi dans l'important. Le troisième niveau, au-delà de ces centres d'affaires, des agences entreprises, des pôles d'experts, c'était la relation téléphonique. La relation téléphonique était pour nous essentielle. On savait qu'elle allait exploser. Elle a explosé. Il a donc fallu s'organiser avec un contexte très particulier, c'est que nous avons dans notre organisation, alors que j'évoquais le fait qu'il fallait qu'on soit attentif à la protection de nos salariés, et bien des plateformes où souvent les personnes sont situées sur ce qu'on appelle des marguerites. Donc là aussi, il a fallu une prouesse technique pour pouvoir gérer les appels entrants pour ceux qui les géraient. Et avec deux incidences, c'est une croissance des appels et surtout une augmentation sensible de la durée des appels. Puisque au-delà des demandes techniques, il y avait besoin de davantage de rassurance, on y reviendra. Et puis le quatrième vecteur, le quatrième point qui n'était pas neutre du tout, c'est toute la relation digitale. Vous savez que la banque s'est digitalisée. Il n'y a pas d'ailleurs d'étanchéité entre les différents canaux de distribution, mais une vraie fluidité désormais. Et là, c'était la bonne occasion d'accompagner aussi nos clients dans davantage d'autonomie pour réaliser eux-mêmes leurs opérations sur ce que j'appellerais la dimension transactionnelle. On a en fait trois grands modes de relation, transactionnel, opérationnel et relationnel, et il fallait qu'on soit en mesure d'adresser les bonnes solutions adaptées rapidement dans ce cadre-là. Ouais, tu l'as dit, Jean-Marc, d'ailleurs, en termes d'adaptation, il y a des chiffres qui ne trompent pas. On partageait hier avec les autres réseaux bancaires de la région. Pratiquement tous ont une
petite majorité maintenant de personnes qui sont en télétravail par rapport aux personnes qui sont restées sur leur poste de travail initial. Donc on voit bien que, alors que c'était un balbutiement dans notre secteur d'activité, quelque chose qui, du jour au lendemain, a déplacé les lignes et là aussi on a fait preuve d'une grande activité. Alors, tu l'as dit, donc, on est resté ouvert, on est resté disponible dans la région, quel qu'il soit. Et puis, le deuxième volet de cette agilité, de cette responsabilité, c'était aussi de s'emparer on peut dire, du formidable travail qui a été fait au plus haut niveau de l'État pour sortir en quelques jours un plan de sauvetage de l'économie. Voilà, avec une espèce d'union sacrée entre les équipes gouvernementales et Bercy notamment, les services de la Banque de France bien sûr, les services de la BPI et toutes les banques assemblées. Et j'oublie bien sûr pas toutes les sociétés financières, etc., qui se sont jointes à cette réflexion et à la mise en place dans un temps record d'un plan qui devrait, j'espère, limiter beaucoup les impacts nocifs de cette crise sanitaire. Donc, union sacrée et notre rôle, à Jean-Marc et moi notamment, et à l'ensemble des banquiers, c'est de faire en sorte que ces outils, et on va en parler dans une seconde, par exemple le plan garanti par l'État, le prêt garanti par l'État, c'était de faire en sorte que notre région y ait le plus rapide et la plus intense appropriation de ces nouvelles dispositions. Voilà, et ça a été vraiment notre leitmotiv avec Jean-Marc et avec tous les banquiers de la place. Et tu peux peut-être dire, Jean-Marc, comment on a fait avec les différents réseaux, et puis je donnerai ensuite peut-être quelques précisions d'abord sur l'offre, et puis probablement quelques chiffres sur les premiers retours, quoi. Alors, j'arrive à employer le terme d'union sacrée. C'est le bon terme. Cette union sacrée, on l'a vécu à plusieurs niveaux. Je vois 3 niveaux. J'ai perdu le son de Jean-Marc. Un premier niveau qui fait qu'on a décidé avec Française, de Nouvelle-Aquitaine, et la place financière. Il y a 10 places financières en France, 10 places financières régionales, et on a créé donc une forme de fonctionnement qui va bien avec les dirigeants. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau qui est très important, je voulais vraiment le souligner, parce qu'on est dans un métier particulier et la banque, souvent perçue de manière technique, c'est derrière cette union sacrée de nos équipes, de certains des réseaux bancaires. Cette union sacrée, elle fait qu'on dépasse largement aujourd'hui la dimension technique, financière des solutions qu'on apporte. Je veux vraiment rendre hommage, et on tient vraiment avec Jean-Yves à rendre hommage à nos équipes, puisqu'on a là une dimension humaine dans ce qu'on appelle un moment de vérité, ou des moments de vérité qui touchent à la fois des particuliers, des familles, des entreprises. Et on a des équipes aujourd'hui très soudées, très mobilisées, qui ont su justement concrétiser toute cette dimension humaine qui, je pense, fera qu'on exercera aussi, et on sera sans doute ressenti différemment à l'issue de la crise dans l'exercice de nos métiers. Ça se traduit de manière très concrète quand j'évoquais tout à l'heure des durées d'appel beaucoup plus longues, le fait qu'on appelle nos clients aussi pour les rassurer. Enfin, il y a tout un contexte où, à la fois de manière collective et individuelle, on a une vraie prise de conscience en termes de mobilisation et de cohésion. Le point supplémentaire en termes d'union sacrée, c'est à souligner, c'est sur la place régionale, globalement, la place territoriale de la Nouvelle-Aquitaine et de la métropole, toute la démarche presque spontanée qui a eu lieu avec les autres institutions, les autres collectivités. On est en train de réfléchir, Jean-Yves et puis une petite équipe, un certain nombre de dispositifs au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, avec le président de région. Avec les consulaires, on sort à l'instant d'une réunion avec les CCI très riche, très efficace. On a en permanence les remontées, les ressentis des dirigeants, et ça nous permet tout de suite d'anticiper et d'avoir la capacité à la fois à informer nos réseaux, à la fois à ajuster peut-être notre posture, et puis aussi à faire passer ces messages que je viens de vous faire passer sur la mobilisation et la cohésion de nos équipes. Les organisations professionnelles, je l'ai évoqué,
ces PME, les consulaires, je les ai évoqués aussi, puisque les consulaires qui représentent des populations peut-être encore un peu plus inquiètes, je parle des commerçants, des métiers du tourisme, et puis aussi l'État, bien entendu, qu'on accompagne en dehors d'autres institutionnels pour être le relais de ce qu'on attend de nous en tant que banque. Ouais, donc on a bien compris, tout le monde, tout le monde a été contacté effectivement d'explication de l'offre et puis un objectif également de pédagogie. Ce que l'on met là en place est absolument unique, absolument inouï. Et donc, il y avait cette double responsabilité-là. Alors, je vais faire très court pour caractériser un petit peu ce qui a été mis sur la table. Grosso modo… Tu as été coupé, Jean-Yves. Pardon ? Tu as été coupé pendant quelques secondes. J'ai été coupé. D'accord. Ok, moi je me rends pas forcément compte si on entend ou pas. Alors je disais juste donc contact de l'ensemble des réseaux de la place, de la région, etc. de Bordeaux Métropole, avec un objectif de pédagogie et d'explication sur cette nouvelle offre. En quelques mots, qu'est-ce qui est mis sur la table? C'est d'abord beaucoup d'argent pour traiter en premier lieu la trésorerie des entreprises. Ce que l'on ressent tous, c'est que cet arrêt brutal de l'activité, soit parce qu'on n'a plus de marché, soit parce qu'on n'a plus les composants pour nous permettre de fabriquer ce que l'on fabrique d'habitude, voilà, va créer une demande, une pression sur la trésorerie des entreprises, des plus petites aux plus structurées. Et donc, la première version de ce plan de sauvetage, là-dessus, on se dit qu'il y aura probablement au moins 3 mois de grandes difficultés et probablement, il ne faut pas être grand clair pour imaginer ça, au moins 3 mois avant de revenir à peu près à un niveau où en tout cas un univers à peu près stabilisé. Évidemment, ce que je dis là est très faux pour un certain nombre de secteurs. Je pense notamment tourisme, restauration probablement, où là, l'arrivée de l'été fait que le retour à normal, entre guillemets, pourra prendre plus de temps. Mais l'idée, c'était vraiment ça, c'était de gérer ce pont de 3 à 6 mois déjà, au moins dans un premier temps. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Premier cas de figure, et c'était déjà un peu lancé, report des charges fiscales et sociales. Alors, donc ça peut déjà un petit peu alléger la trésorerie des entreprises. Ce qui a été très vite mis en place aussi, c'est pour tous les acteurs économiques la capacité de reporter de 6 mois les échéances des crédits en cours. Donc ça, toutes les banques s'y sont attelées. Alors certaines ont proposé une automatisation finalement de ce déport de 6 mois, et puis avec capacité du client à dire non, mais moi j'en ai pas besoin, donc remettez-moi dans la situation avant. Donc ça a été fait, très vite, très bien je crois. Et puis on s'est dit bon bah peut-être que ça suffit pas. D'abord il faut peut-être s'intéresser aux toutes petites entreprises qui ont vraiment une charge de trésorerie, une trésorerie difficile là tout de suite. Et donc pour les petites entreprises, il y a eu 2 milliards de dégagés, avec en plus 250 millions pour la région. Et on va pouvoir, et ça c'est pas les banques qui le feront, mais donner, abonder la trésorerie de ces toutes petites boîtes à hauteur de 1 500 € pour le mois de mars, dès lors que le chiffre d'affaires a connu une baisse de 2% par rapport à mars de l'an dernier. Et puis probablement cette aide-là devrait se confirmer en avril, notamment pour les entreprises qui risquent le dépôt de bilan. Donc on voit bien que pour les toutes petites entreprises, il y a eu une première réaction immédiate. Voilà. Et puis pour les entreprises un tout petit peu plus structurées, on a mis en place ce qui s'appelle le PGE, prêt garanti par le gouvernement, et 300 milliards d'euros sur la table. C'est une somme colossale. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'ensemble des encours bancaires aux entreprises en France l'an dernier, c'était à peu près 1 000 milliards.
Donc, on met là, brutalement, 300 milliards sur la table. Donc, c'est quelque chose d'absolument colossal et qui devrait permettre de sauver une grande partie de nos entreprises. Hein. C'est 15% du PIB de la France. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et qui vient non pas à la place d'eux, mais bien en plus de toutes les offres de crédit, toutes les aides qui existaient auparavant par la BPI, par les régions, etc. Donc c'est quelque chose de très important et je dirai un petit peu plus tout à l'heure vers qui on se tourne pour ce PGE et quelles sont les conditions d'éligibilité. Et puis, on parle beaucoup de crédit, mais on peut parler aussi d'assurance crédit. 10 milliards d'euros mis sur la place via la Caisse centrale de réassurance. Et ça, c'est très important que les encours d'assurance crédit soient maintenus. Évidemment, s'il n'y a plus d'encours d'assurance crédit, vous ne ferez plus, entre guillemets, confiance à votre client et vous aurez beaucoup de mal à délivrer vos produits. Et donc, ça peut faire écouler le système aussi. Et puis, 2 milliards sur la table, mis aussi pour les crédits court terme export. On n'oublie pas qu'on est aussi un pays d'exportation et que venir en aide à nos exportateurs, qui sont notre fierté, entre autres, c'était absolument essentiel. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une offre assez large, assez dense, qui a été mise en place très rapidement. Je vais très vite aller sur les conditions d'éligibilité, sur qui sont les entreprises qui pourront en être bénéficiaires, mais je répondrai bien sûr, je pense, à pas mal de questions sur le sujet. Ce que je peux juste vous dire, c'est que le report des 6 échéances, pratiquement, s'était ouvert absolument à tout type d'intervenants économiques, et donc c'est en passe d'être opéré. S'agissant du PGE, l'État a voulu à la fois un système très rapide et très efficace. Ce qui a été indiqué aux banques, c'est que pour les entreprises qui font notamment moins de 10 millions de chiffres d'affaires et qui ont une cotation Banque de France au pire 5+, donc c'est-à-dire 85% des entreprises de notre pays, les banques ont une obligation morale, mais une obligation d'octroyer très largement, ce sont les termes du ministre Le Maire, octroyer très largement le PGE. Et ceci dans un délai de 5 jours à compter du dépôt d'un dossier, d'un mini-dossier, puisqu'il ne s'agit pas de refaire l'histoire, ça s'adresse principalement aux clients des banques, donc les clients sont déjà connus, donc il n'y a pas besoin non plus qui est très compliqué. Donc, un premier outil extrêmement efficace qui peut quasi automatiquement répondre aux besoins de 85% de nos entreprises, des plus modestes aux plus structurées. Voilà. Donc le terme s'était octroyé très largement. Pour les entreprises qui avaient des difficultés avant le Covid-19, le PGE n'est pas exactement fait pour elles. Hein. Très clairement, on est là pour sauver des entreprises qui sont mises en grande difficulté par la crise sanitaire, voilà. Et pour les autres entreprises qui connaissaient déjà de grandes difficultés, je dirais l'engagement des banques, c'est d'examiner attentivement chacune des situations, et ça sera fait avec attention et bienveillance, je vous le confirme. Voilà. Et puis il y a eu quelques secteurs qui ont été un petit peu, je dirais, regardés avec une attention particulière par le gouvernement. Ce sont les startups. Donc il y a un dispositif effectivement pour les startups. Un dispositif un peu, et puis une attention particulière portée au commerce et à l'artisanat pour des raisons évidemment d'immédiateté de l'impact de la crise. De quoi parle-t-on? On parle de 1/4 du chiffre d'affaires réalisé par exemple en 2019. Et si on n'a pas le bilan certifié 2019, éventuellement on peut remonter à l'année précédente. 1/4 du chiffre d'affaires qu'on peut délivrer dans un délai extrêmement rapide, ça peut vraiment permettre de sauver la situation. Et ceci, encore une fois, je vous le dis, peut-être qu'il y aura des questions sur le coût, avec pour les banques taux zéro, j'ai même pas dit marge zéro, taux zéro la première année, et juste le coût de la garantie de l'État, puisque ces crédits sont à hauteur de 90%. 90%.
Et donc, l'État, par exemple, si je prends une entreprise qui fait moins de 50 millions, facturera 0,25% la garantie qu'elle apporte à l'entreprise. Donc, vous voyez que c'est un dispositif extrêmement intéressant. Donc, on avait les 6 mois de report des échéances. On a ce PGE qui permet, pour la première année, on met de l'argent sur la table tout de suite et il ne se passe rien pendant un an. Et au bout d'un an, l'entreprise peut décider soit de rembourser, ça va mieux, on a passé le pire de la vague, les marchés sont revenus, etc. Ou bien de transformer ce crédit en un crédit amortisable d'une durée, pardon, j'ai un chat dans la gorge, d'une durée de jusqu'à 5 ans. Donc, un dispositif très complet. Jean-Marc, je te laisse reprendre et je vais essayer de retrouver ma voix. Moi, je vais prendre donc sur les particuliers. Sur les particuliers, vous l'avez bien compris, c'est quelque part un effet de capillarité par rapport aux entreprises. Les entreprises ont été paralysées et donc, naturellement, les particuliers ont été touchés. Là-dessus, il faut être clair, les dispositifs ne sont pas directement adaptés ou prévus pour accompagner en tant que tels les particuliers. Pour autant, donc, les banques agissent de manière très personnalisée par rapport à chacune des situations et on a dû faire face, là aussi, à des situations un peu nouvelles pour nous à gérer. Je vais prendre quelques exemples. Le premier, c'était le 3 et le 4 avril, où il s'agissait d'être en mesure de payer les minima sociaux avec les contraintes que j'avais évoquées tout à l'heure, de parfaite étanchéité et de préservation de nos clients comme de nos conseillers. Et donc là, ça nous a permis ensemble, et là encore, l'idée d'avoir un partage de bonnes pratiques au sein de la communauté bancaire a été utile. Ça a été la capacité que nous avons eue de trouver des solutions qui permettent justement à ces bénéficiaires des minima sociaux, ne disposant pas forcément de moyens de paiement, de cartes, eh bien de pouvoir toucher en espèces l'argent qui leur revenait dans toutes les conditions de sécurité qu'on pouvait mettre en place. Il y a eu aussi, comme je disais, beaucoup de travail de rassurance par rapport à 2 cibles au niveau des particuliers. La première, ce sont les personnes qui avaient, les familles, les foyers, qui avaient des projets en cours, au niveau immobilier notamment. Et il s'agissait là aussi de donner toutes les garanties, certains se disant, oui, mais avec ces nouvelles... Jean-Marc, moi, je ne t'entends plus. Cette situation financière pour moi, des amortisseurs, tant en assurance vie que sur les fonds à formule, afin d'éviter tous les soubresauts trop violents que peuvent connaître une intervention en bourse directe. Voilà, donc c'est tout un travail d'accompagnement, mais j'insiste, davantage personnalisé que le relais de mesures d'État. C'est bon, Jean-Yves? Je t'avais perdu pendant un temps et j'arrive plus à lire les questions. Donc peut-être que si toi tu les vois, tu pourras peut-être me les lire, Jean-Marc. Oui. Surtout, voilà. Il y en a beaucoup qui te concernent finalement. Donc tu as parlé des particuliers, c'est vrai que c'est très important et les banques sont extrêmement attentives à ce qui va se passer pour nos concitoyens et leurs familles. La pression sur les salaires, sur les fins de mois, etc. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui font... ah, ça y est, je vois des questions. OK. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur... je ne les vois plus maintenant. Sur l'éligibilité au PGE, par exemple. Donc, j'en ai un petit peu parlé. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui remontent sur les exportateurs. Est-ce que quand je dis qu'il y a un quart du chiffre d'affaires qui est mobilisable par le PGE, est-ce que ça inclut l'export? Donc c'est une question qui était remontée en début de webinaire. La réponse c'est clairement oui. L'idée c'est vraiment de prendre l'ensemble de l'activité d'une entreprise et de dire qu'à hauteur de un quart, on va pouvoir l'accompagner. Autre point, c'est
est-ce que les entreprises qui sont en difficulté, en procédure collective, ont droit au PGE? Et là-dessus, la doctrine a beaucoup évolué. Très clairement, une entreprise qui est en cours de plan de sauvegarde, en plan de conciliation, etc., même en mandat ad hoc, donc est en train de gérer des difficultés, mais est en train de bien les gérer. Et cette entreprise-là a vocation à recevoir un PGE. Alors encore une fois, et c'est vraiment un point important, le PGE n'est pas un droit. Le PGE, c'est une offre gouvernementale, effectivement distribuée par les banques, avec une prise de risque par tout un chacun. Et il ne faut pas s'offusquer si, à chaque fois que vous contactez votre banquier, et ça fait partie du métier, ça fait partie de la responsabilité globale, il faut absolument qu'on prenne un temps pour savoir où en est votre trésorerie, quelles difficultés auxquelles vous faites face ou auxquelles vous ferez face dans un avenir proche. Et donc, surtout pas de bâtir un plan de trésorerie prévisionnel sophistiqué, d'ailleurs bien malin, qui pourrait déterminer ce qu'est un plan de trésorerie avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais quand même, c'est un crédit, et un crédit, ça se rembourse. Et ça se remboursera soit au bout d'un an en une fois, soit sur 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est donc bien le besoin. Donc, il y a une offre. Elle est au max d'un quart du chiffre d'affaires, mais pour autant, c'est pas forcément quelque chose qu'on vient chercher à la banque parce qu'on y aurait droit, etc. Il y a un vrai travail qui est fait entre clients et ces banques. Alors, ce qui a été mis en place, c'est effectivement une centralisation par la BPI, mais la BPI en fait de concentration des demandes, et c'est bien chaque banquier, j'ai envie de dire à hauteur de son audience auprès du client auparavant, qui fera une partie du PGE, et donc un seul PGE pour l'entreprise. Voilà. Alors, je vois quelques questions. Je vais t'aider pour les questions. D'accord. Pour les questions, tu as répondu à la première qui était les banques peuvent-elles refuser. Par contre, tu peux peut-être répondre à celle qui consiste à dire est-ce qu'il y a des recours possibles, puisqu'on a évoqué ça. Oui, alors, donc, les banques peuvent refuser, mais encore une fois, on a bien conscience que on est. Et donc, ces refus, ils doivent être évidemment le plus rare possible. Je vous garantis que toutes les banques ont mis en place ce qu'on appelle un système de 4 yeux. Il y a au moins, avant qu'éventuellement on refuse un crédit de ce type-là, qui regarde le dossier, et ça remonte au plus haut niveau. Et je vous garantis qu'on garde tous les éléments pour pouvoir ensuite expliquer notre position. Et puis, quand on en est là, on n'est pas au bout du processus. La Banque de France met en place depuis de fort nombreuses années ce qu'on appelle la médiation. Et donc, il y a une capacité, si jamais on ne s'est pas mis d'accord avec ça ou ces banques, et que saisir la médiation du crédit à la Banque de France, l'ensemble des banquiers seront amenés à rediscuter, à revoir le point, et possiblement, dans un certain nombre de cas, à délivrer le PGE également. Alors, je vois. Ouais. Si tu as eu le temps de faire les questions, vas-y. J'en prends quelques-unes. Il y en a une première qui évoquait le fait de savoir si on peut avoir un report des charges sociales ou fiscales de l'année 2020 vers l'année 2021. Là-dessus, je pense que la question, ça va plutôt à la directe ou à l'URSSAF. Moi, je n'ai pas les réponses, mais peut-être Jean-Yves dira tout à l'heure. Il y a une question qui est relative à un établissement particulier qui a mis une plateforme en place centralisée et qui est visiblement difficile à joindre. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas la citer. On ne va pas citer la banque concernée, mais nous, on va lui faire remonter les éléments puisqu'on se voit en réunion FBF en permanence. Pour Jean-Yves tout à l'heure, tu pourras répondre plus particulièrement sur les startups, puisque c'est toi qui as ce domaine-là. Donc, quel est l'accompagnement sur les startups? Et la dernière question que j'ai, c'est les banques vont-elles continuer à financer normalement les acquisitions d'entreprises, dettes seniors, compte tenu des incroyables efforts qu'elles déploient sur le sauvetage des trésoreries des entreprises? Et oui, peut-on s'attendre à des délais allongés? Voilà, donc je te laisse répondre sur les deux questions liées aux startups et liées au financement normal des acquisitions. Pour le reste, je pense que on a plutôt à faire remonter aux établissements concernés les éléments qui sont évoqués.
Oui, alors pour les startups, donc effectivement, et globalement les entreprises de création récente, il y a plusieurs systèmes qui permettent, donc évidemment, la notion de chiffre d'affaires 2019, elle peut être absolument insuffisante, et du coup, on reviendra sur la masse salariale. Si l'entreprise est de création récente, on prendra la masse salariale que l'on connaît et on essaiera de la prorater sur 24 mois pour essayer d'avoir un chiffre probant et obtenir une aide à peu près correspondante à une entreprise qui depuis un peu plus longtemps. L'autre question, pardon Jean-Marc, c'était parce que moi j'ai du mal à les lire. C'était sur la partie acquisition. Les entreprises vont-elles continuer normalement à faire des acquisitions d'entreprises, les dettes seniors, compte tenu des incroyables concours de trésorerie que l'on accompagne? Et puis, tu as une autre question. Je te laisserai. Attends, je te donne la deuxième question, comme ça tu l'auras en même temps. Le PGE peut-il se substituer à un LLD, location longue durée? Pendant ce temps, je vais passer sur une ou deux questions, comme ça te permettra de préparer. Il y a des questions sur les tarifs bancaires concernant les opérations des entreprises, opérations sur les particuliers. Là, je voulais dire qu'actuellement, toutes les banques sont en train de réfléchir effectivement au-delà des processus d'accompagnement qu'elles offrent en termes de relais des dispositifs et des mesures d'État sur la manière de pouvoir alléger le coût. Jean-Marc, moi je ne t'entends plus. C'était pas tout à fait la priorité. C'est effectivement le rapport, c'est sur la masse salariale, ça vaut aussi pour les startups. Voilà, et même question que j'avais au-dessus concernant une entreprise accompagnée par TechnoWest. Effectivement, là aussi, on peut avoir un PGE, mais à ce moment-là, c'est pas le montant est travaillé d'ailleurs avec le conseiller qui est formé là-dessus pour pouvoir justement regarder, non pas en fonction du chiffre d'affaires réalisé les années précédentes, mais d'autres ratios, d'autres indicateurs, le niveau de PGE à mettre en place. C'est bon, je te laisse la main de nouveau. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur les startups et effectivement beaucoup d'inquiétudes parce que quand on parle de pourcentage du chiffre d'affaires, parfois c'est voilà. Mais donc effectivement, hein, donc pas d'extrême angoisse là-dessus. C'est effectivement notamment en fonction de la masse salariale et même s'il y a une masse salariale vraiment sur très très peu de temps, on est capable de la proratiser pour avoir une idée de ce que ça donnerait en année pleine. Donc ça c'est un point important. Sur les acquisitions, oui bien sûr, il y aura probablement toujours des mouvements. Maintenant, vous le savez peut-être, ces derniers temps, tout ce qui était fusion, rachat d'entreprise se faisait avec des niveaux de levier, entre guillemets, combien de fois j'achète le résultat annuel de l'entreprise, des niveaux de levier assez élevés. Il est possible qu'il y ait un élément de correction dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voilà, parce que ce qui était un résultat à peu près avéré et à peu près stable d'une entreprise, même en croissance ou etc., peut être un petit peu remis en cause. Et évidemment, ça peut changer du coup le prix de la cession, donc et le niveau de levier. Mais il y aura également des opérations qui se feront par opportunisme, parce que effectivement ces niveaux de levier sont moins élevés, ça déclenchera un certain nombre de comportements d'achat ou voilà. Donc ce secteur-là n'est pas forcément terrassé, mais il va y avoir une reconstruction probablement à partir d'autres niveaux de prix et de levier. Donc. Ensuite, le PGE, est-ce qu'il peut se substituer à la location longue durée? J'avoue que je n'ai pas une réponse précise. Mais globalement, ce qu'il faut que chacun retienne, c'est que le PGE n'a pas vocation à se substituer à des concours en place aujourd'hui. Ça, c'est un point très important. Le PGE, c'est une aide, je dirais une aide en trésorerie supplémentaire
Donc, effectivement, à la marge, si vous aviez, par exemple, un crédit court terme voilà, en place et que vous mettez en place un PGE… Tu as été coupé, là, Jean-Yves, sur la LDD. Tu as été coupé depuis la LDD. Oui. Alors, je reprends. Je disais que la vocation du PGE est vraiment d'apporter de la new money, de l'argent nouveau, et surtout pas de se substituer à des lignes de financement, quelles qu'elles soient, que ce soit LLD, que ce soit crédit bail, que ce soit un crédit court terme ou autre, existant. Donc, voilà. Donc, en revanche, effectivement, dans le cadre d'une gestion de trésorerie globale, on peut imaginer que des lignes de crédit déjà existantes soient réembarquées dans le PGE, mais dans une proportion extrêmement limitée. L'idée, c'est vraiment pas d'aller chercher un prix différent ou un crédit différent, c'est vraiment d'aller apporter de l'argent nouveau pour que les entreprises passent… je vais en profiter pour prendre quelques questions. Est-ce que je prends quelques questions. Donc, j'étais sur les tutelles au moment où tu as repris la conversation. Les tutelles, donc la Banque Centrale Européenne, bien entendu, il y a une question relative au risque de fragilisation du système bancaire. C'est clair que pour les systèmes bancaires, ça représente de très gros investissements, ce qui se fait en ce moment. Pour autant, on peut faire confiance à la Banque Centrale Européenne, d'ailleurs, qui a déjà pris quelques dispositions ou qui imagine un certain nombre de dispositifs. On parle de Corona Bond, etc. On peut lui faire confiance qu'au-delà de réguler le système monétaire et notamment l'inflation, elle puisse faire en sorte que, parce qu'elle y a tout intérêt aussi, à ce que l'économie fonctionne et que l'acteur majeur que constitue le système bancaire fonctionne tout particulièrement. Il y a deux domaines qui sont essentiels actuellement dans le dispositif. C'est ce qu'on appelle la liquidité et la solvabilité du système bancaire, et on peut faire confiance aux tutelles et d'ailleurs on est en relation permanente, pas nous avec la BCE, mais avec le directeur régional de la Banque de France, qui ne manque pas en permanence de nous apporter les bons éclairages pour pouvoir justement dans l'action accompagner, en tenant compte de ces contraintes liées à nos métiers, justement la prise en compte de ces contraintes pour pouvoir ajuster nos interventions. Il y a une question aussi qui est relative. Il y a des questions sur le système bancaire aussi. On peut peut-être les aborder rapidement. Il y a une question sur est-ce que les banques sont en train de négocier avec la BCE leurs exigences de dépôt, etc. La réponse, c'est oui, hein, bien sûr. Vous savez que quand on prête 100, aujourd'hui, une banque pratiquement doit avoir en fonds propres 20 ou 21, quelque chose comme ça, peut-être même plus. Et tout a été replacé tous les soirs à la BCE et faisait l'objet, avant la crise, en tout cas, d'une facturation à hauteur de à peu près 0,40. Tu as été coupé, Jean-Yves. J'ai répondu sur la partie BCE pendant que tu as été coupé. Mais par contre, d'accord. Est-ce que tu veux dire là, les 0,25 tu peux le reprendre, je ne l'ai pas dit ça. Tu veux dire 25. Donc, ce que je disais quand j'ai été coupé, c'est qu'effectivement, les négociations sont intenses entre la BCE et toutes les banques commerciales et que, voilà, il y a une contrainte de s'alléger pour les banques commerciales pour qu'elles puissent faire correctement leur job. Et notamment, on a une exigence de fonds propres qui va probablement être moindre. Et puis, une facturation des dépôts que toutes les banques doivent faire tous les soirs à la BCE pour l'excédent dépôt par rapport au crédit, qui sera facturé probablement moins durement qu'aujourd'hui. Donc, il y a une adaptation. Les banques commerciales vont souffrir, c'est évident. D'abord parce que il y aura un peu plus c'est à peu près en Europe, c'est à peu près mécanique. Travailler pour que ce soit dans les proportions les plus faibles possibles. Et puis, faut que vous vous rendiez bien compte aussi, ces 300 milliards de crédits vont être distribués pour les banques à taux zéro, c'est-à-dire au mieux à marge nulle et parfois peut-être même à marge négative. Donc, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais simplement pour vous dire qu'il y a quand même vraiment là un effort colossal de l'ensemble du système, mais qui du coup va peser sur sa rentabilité. Donc, moins de rentabilité probablement sur la distribution de crédit, c'était déjà
quand même les taux de crédit les plus faibles d'Europe. Voilà. Et risque accru mécaniquement, il y a des secteurs d'activité, des entreprises qui auront des difficultés. C'est vrai que les banques en Europe vont souffrir. Je rappelle simplement que les banques françaises étaient de très très loin parmi les mieux capitalisées des banques européennes. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, mais c'est sûr que les résultats des banques, eux aussi vont subir une baisse. C'est à peu près évident. Voilà, mais pas d'inquiétude sur l'ensemble du système. Il y avait des questions également sur les tarifs bancaires. Donc, j'ai déjà un petit peu répondu sur le PGE. Hein, je vous dis taux zéro et la première année et marge zéro ensuite. Donc, ça laisse pas beaucoup de place à l'ensemble. Sur les particuliers, mais je pense que Jean-Marc, tu l'avais dit tout à l'heure, il y avait déjà un gros effort fait l'année précédente sur le gel des tarifs et puis la baisse des tarifs pour les personnels les plus fragiles. Donc, oui, bien sûr qu'on a aussi cette responsabilité-là, je dirais, d'une grande prudence et une grande justice dans l'application de nos tarifs, mais ça sera fait avec un grand sens de responsabilité. Il y avait un point également, quelqu'un qui cite une banque dont je ne donnerai pas à l'antenne la raison sociale, qui a du mal à la contacter. On peut passer par Fédération bancaire française de Nouvelle-Aquitaine. Hein. Nous, on est capable d'actionner n'importe quel réseau. D'ailleurs, on a mis en relation dans chacun des réseaux bancaires un expert qui est donc du PGE, un expert de ces nouvelles offres, qui est capable de réagir très très vite, hein, parce que avec la dizaine de milliers de personnes qui travaillent dans nos réseaux, c'est pas forcément facile d'avoir tout le monde dans le match à tout moment et aussi rapidement que ça. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous trouvera le bon interlocuteur. Voilà, moi c'est pour les questions que j'avais attrapées. Jean-Marc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. D'ailleurs, peut-être on peut faire Jean-Yves une petite conclusion de ton côté et j'enchaîne ensuite. Ou tu préfères que je la fasse tout de suite? Ah, oui. Attends, il y a une question qui vient d'arriver, c'est concernant une start-up. La question pose sur le fait que son premier contrat a été reporté, il a engagé des frais pour honorer ce contrat, donc trésorerie pour payer les sous-traitants. À quoi ai-je le droit? Ma conseillère ne sait pas. Donc, je pense que, comme une autre question que j'ai vue un peu plus loin, tout ce qui est justement le PGE, les rapports d'échéance, les PGE, c'est fait aussi, enfin, tout l'accompagnement en trésorerie qui peut être après transformé, comme l'évoquait Jean-Yves, en amortissable, c'est justement pour constituer la marge de sécurité permettant à l'entreprise de fonctionner. Tu peux compléter peut-être, Jean-Yves. Et puis après, on conclut. Oui, et le point important, c'est que c'est l'entreprise qui, je ne sais plus si c'est quelques mois, je ne sais plus combien de mois avant l'échéance, donc un an sans. Et quelques mois ou quelques semaines avant la fin de cette première période, c'est l'entreprise et elle seule qui peut décider de transformer ce crédit in fine, on dit ça dans notre jargon, donc remboursable en une fois, qui peut décider de amortissable et elle choisira si c'est en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans ou en 5 ans supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment l'entreprise a une grande latitude. Voilà. Je reviens juste sur la question des tarifs parce que certains, c'est à marge zéro pour les banques, mais évidemment, il y a la garantie de l'État qui se paye. Et la garantie de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 0,25% pour une entreprise, pour la première année, pour une entreprise de moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Et donc, après, il y a une séquence, et à nouveau, après, ça passe à 0,50 sur 2 ans, et ensuite 1% suivante. Donc, effectivement, si par exemple, vous prenez un crédit de 100 000 euros, et même si la banque fait absolument aucune marge, hein, il y a juste la garantie de l'État, ça vous fera payer la première année 250 euros, la deuxième année 500 euros, la troisième année 500 euros, la quatrième année 1000 euros, cinquième, enfin voilà. Et donc, vous avez une espèce d'équivalent autour de 1,6, 1,7. Donc voilà. Donc c'est pas gratuit. Il y a une garantie de l'État et la banque ne fait juste que prélever cette garantie et la reversera à l'État. Clair. Mais voilà. En revanche, la banque, elle, fait strictement aucun bénéfice, aucune marge sur sa partie. Voilà. Et on arrive peut-être au moment. Il y a une petite question, je fais la conclusion dans la foulée, comme ça je te laisse le mot de la fin.
pour ma partie. Il y a une petite question sur comment, quand l'entreprise n'a ni masse salariale ni chiffre d'affaires, comment elle fait. Là, on va remonter la question, plus particulièrement par rapport à ces mesures d'État, puisque effectivement, moi, dans la connaissance que j'en avais, il fallait l'un ou l'autre des critères. Et puis, on fera en sorte de communiquer sur ces sujets-là dans les temps prochains, puisqu'il est prévu des prises de parole de notre part. Nous, sur la conclusion que je voulais faire, alors plutôt dans l'aspect territorial que couvre Bordeaux Place Financière et Tertiaire, c'est que vous l'avez bien compris, on a été très proactifs et collectivement, quand je dis collectivement, c'est bien sûr à la fois les dirigeants, les équipes, à la fois de réseau, mais aussi les équipes support de nos entreprises qui ont vraiment fait des prouesses techniques, je le rappelais, mais il y a eu un travail fantastique des ressources humaines dans tous les réseaux, justement, pour accompagner les collaborateurs, puisqu'on était quand même dans des périodes où il fallait faire l'apprentissage de nouveaux modes de fonctionnement. Je pense notamment au télétravail, mais aussi au confinement. Donc, il y a eu un très gros travail d'accompagnement, bien au-delà de ce que des solutions techniques, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc tant en interne qu'en externe. On peut parler d'expériences nouvelles en termes de clients, d'expériences nouvelles aussi en termes de collaborateurs ou de conseillers. Ce que je voulais dire, c'est que, pour terminer, on peut dire que cette crise, au-delà de ça, pour nous, il y avait déjà tous les indicateurs quelque part dans les évolutions de comportement que l'on pouvait repérer, tant individuels que collectifs, qui étaient présents. Elle peut sans doute être un facteur révélateur, un facteur accélérateur, mais on sait que, et ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, on exercera notre métier un peu de manière différente. Il y avait des grands mouvements sociologiques qui étaient déjà sous-jacents, comme je le disais, qui font que désormais il y a une dimension locale qui est vraiment prise en compte dans la façon de consommer. Et même s'il y a une conscience universelle, je crois que nous, les banquiers, entre ce juste équilibre, c'est Edgar Morin qui emploie avec d'autres mots ces deux concepts-là, font que, eh bien, on doit, dans la mission qui est la nôtre, exercer notre métier demain en tenant compte de ces nouvelles dimensions qui font bien de notre métier quelque chose, une façon d'exercer bien au-delà de la technique, de la finance, un métier fondamentalement humain. Je te laisse la fin. En mots de conclusion, et peut-être ça sera en deux temps, peut-être trois petites recommandations. La première, c'est pas de panique. Certaines entreprises ont des difficultés de trésorerie là maintenant, et puis il y a des entreprises très gestionnaires qui anticipent des difficultés de trésorerie. C'est très important de savoir qu'on a au moins jusqu'au 31/12/2020 pour actionner le dispositif et notamment le PGE. Donc, 300 milliards en ce moment, hein, on a dû consommer au bout de 8 jours, je crois, 20 milliards, ce qui est colossal, mais par rapport aux 300, ça laisse de la place. Donc, il n'y aura pas de contingentement dans l'année, ni par région, ni par période de l'année. Donc, il ne faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut parler à son banquier assez rapidement, mais vraiment, vous ne serez pas fort clos si vous n'avez pas fait votre demande là tout de suite maintenant de PGE. C'est vraiment très important que les banquiers puissent se focaliser sur les entreprises qui en ont le plus besoin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de vous dire qu'il y a le crédit bancaire, mais vous savez qu'il y a une autre forme de crédit, c'est le crédit que fait un fournisseur. Et on est tous clients d'une autre entreprise, etc. Quels que soient les efforts faits par les banquiers, quels que soient les efforts faits par le gouvernement, si les clients ne payent plus leur entreprise, on va tous à la catastrophe. Et donc, aux faillites en effet domino, etc. Donc, vraiment une recommandation aux chefs d'entreprise, aux trésoriers là, qui nous écoutent, payez vos fournisseurs. C'est absolument essentiel. C'est un acte de saine gestion, c'est un acte de citoyen. Il faut absolument que vous payiez vos fournisseurs. Et la troisième recommandation, c'est dans ces périodes troublées, ce sont des périodes extrêmement favorables pour tous les margoulins de tout poil. Et le risque cyber, le risque de fraude au président, le risque de cyberattaque, etc., il n'est jamais aussi important qu'en ce moment. Donc, soyez très, très vigilants. Vous aurez peut-être à un moment du phishing avec des
des faux écrans de banque ou de vos fournisseurs ou de vos clients. Vous pouvez recevoir des coups de fil bizarres d'entreprises qui vous proposent soit un placement, soit des crédits, soit de vous protéger contre tel ou tel risque. Le risque, il est très important d'un point de vue cybersécurité. Voilà, c'était les 3 recommandations que je voulais vous faire. Et puis juste pour conclure en une seconde, vous dire que ce qui est en place, ça relève pas du miracle, ça relève vraiment d'une vraie responsabilité. Voilà, on sauvera pas tout le monde, mais je vous garantis que notre économie puisse passer cette difficulté et repartir le mieux possible. Voilà, et c'est assez dit au plus haut niveau du gouvernement et dans la presse. Les banquiers font le job, les banquiers le font avec une grande responsabilité. Je veux juste une seconde saluer tous mes collègues banquiers qui, très courageusement, avec un sens de la responsabilité inouï, maintiennent le contact. Voilà. Pardonnez-moi pour ce petit plaidoyer pro domo, mais franchement, on est entouré de gens et vous le savez, pour ceux qui sont en contact avec leurs agences encore ou avec leurs conseillers, on a des gens assez formidables autour de nous aussi, et tant mieux. Voilà, merci à tous et puis au plaisir d'un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, merci.